Qu'est-ce que je vous sers? Pas que maté. Qu'est-ce que vous avez bu là? Une bouteille et demie à deux. Je suis content de picoler avec vous. Santé, tu sais? Adieu. Attends, je me sens pas bien. C'est maintenant qu'on va danser comme des malades. Le dernier verre. Épisode 3. L'arbre qui cache la forêt. Hello les amis. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. À la fin du deuxième épisode, je vous racontais avoir pris rendez-vous chez la dictologue, un soir de novembre, l'année de mes 23 ans. 3 semaines plus tard, on y est, c'est le jour J. Et comme je suis un petit génie, j'ai fait la teuf toute la nuit et j'ai pas dormi. Quand j'arrive devant le XAPA, je reste plantée là, quelques secondes, à observer mon reflet. Mine grise et fatiguée, comme mes cheveux décolorés, coupés au carré, trop courts, pas droit, homemade, un peu raté. 1, 2, 3 rides sur mon front. À 23 ans, j'en paraissais 30. Je me suis souri. J'ai froid, j'ai faim, je suis fatiguée et je vais raconter la pauvreté de mon existence à une psy alors que je suis encore déchirée. J'ai respiré. Ça va aller. 10 heures. Je pousse la porte du centre, j'ai aucune foutue idée de ce qui peut m'attendre. Mais au fond de moi, je le sais. Je peux pas être à un meilleur endroit. Marianne, moi ? Bonsoir, ils s'appellent Raphaël, Charlie, Sacha ou Vanessa et leur passion, c'est la fête sans limite. Vous savez faire la fête ou quoi? Chez les jeunes, boire de l'alcool serait devenu la norme avec, vous allez le voir, d'étranges habitudes de consommation. Au programme, excès en tout genre, Boire très vite, en très peu de soirées temps, endiablées sur les pistes de danse. pour être ivre plus rapidement à moindre frais. 30% des 18-25 ans boivent au moins une fois par mois avec excès, c'est-à-dire plus de 6 verres en une soirée. Les excès d'alcool sont aussi très fréquents pour les 18-25 ans. Les médecins s'alarment de ces alcoolisations excessives et répétées. L'alcoolisation précoce favorise un alcoolisme Ce n'est chronique. pas qu'une question de quantité, c'est aussi une question de rapport à l'alcool qui devient pathologique parce qu'on en a besoin. Lancelot et ses amis sont fins prêts à Antoine n'a pas beaucoup dormi, mais il est déjà sur le Ce point. jeune a un verre à la bu main. une demi-bouteille de whisky. Tu dois danser sur la cheminée ou pas? La volonté, donc forcément, quand on est jeune, on est là pour s'amuser. Une bouteille de Jäger, une bouteille de Malibu. On a qu'une vie à vivre, hein. Faut en profiter. 3 quarts d'une vodka et on est encore debout. Qui sont ces adolescents alcooliques et que faire pour les aider ? Pourquoi ces jeunes boivent-ils autant? Ont-ils conscience des risques d'addiction et des conséquences sur leur vie sociale ou leur santé? Aujourd'hui, on ne retrouve pas Raphaël, Charlie, Sacha ou Vanessa, mais toujours Angélique. J'étais complètement à l'ouest et surtout j'étais dans une autre réalité. Alice. Ça m'a pas donné envie d'arrêter, de me calmer sur la teuf quoi. Louise. À partir de là, c'est que c'est plus fun. Rémi. Mais est-ce que quand je vais être sobre, ça va être le cas? Et Elias. Et pourquoi on faisait ça, de cacher des bouteilles dans le four là? J'ai vu cet addictologue pendant presque 1 an, à raison d'un rendez-vous toutes les semaines. Je suis plus jamais retournée bourrée ou défoncée. Au contraire, j'ai appris à choyer ces séances, comme des moments de respiration qui m'étaient entièrement et gratuitement dédiés. Avec Céline, c'était son prénom, on a très peu évoqué l'alcool. Ce qui l'intéressait, c'était les raisons profondes pour lesquelles je buvais. Et c'est de ça dont on va parler ensemble, dans ce 3e épisode du Dernier Verre. C'est pas tellement l'alcool qui est le problème, c'est pourquoi on boit. Pourquoi on est tombé dans ce piège-là. Il y a 1001 manières de boire. On peut utiliser parfois l'alcool comme une stratégie d'adaptation et de compensation. Et du coup, les personnes espèrent retirer des effets perçus comme bénéfiques, comme par exemple se sentir mieux en groupe, être moins stressé ou encore apaiser des douleurs. Si nos parcours nous sont propres, ces stratégies d'adaptation face à une difficulté et de compensation face à un manque qui donnent à l'alcool le premier rôle, sont-elles plus universelles? Pas besoin d'être le dernier des piliers de bar pour avoir pu considérer l'alcool comme une solution ou au moins une aide face à l'adversité. Et si on s'en parle aujourd'hui dans cet épisode, c'est que comprendre ce à quoi l'alcool nous a été utile est une étape indispensable pour qui désire un jour faire autrement. Déterminante dans notre relation aux autres, l'alcool semble être un formidable outil de réassurance. Comme quand Alice et Rémi, on a une mauvaise image de soi. Avant les soirées, je me bourrais la gueule, soit une 8-6 de cul sec, soit en flash, tu vois. Alice. Pour me désinhiber direct et être hyper à l'aise. Alors que j'arrivais, j'étais hyper stressée, tu vois, juste être avec des gens. T'es tellement mal, tu sais pas comment être avec les autres, t'as trop peur qu'on te juge et tout. Et en plus, c'est vrai, les gens se jugent entre eux, sont méchants, donc du coup, j'avais l'impression que ça me rendait intéressante, quoi, je pense.
Quand je buvais seule, c'était triste. Mais avec les gens, c'était toujours... j'avais un besoin de reconnaissance, quoi. Un manque d'attention, tu vois. J'avais besoin d'être le centre de l'attention, en fait. Quand on est quelqu'un de réservé, de pudique, de maladroit socialement, l'alcool, c'est un miracle. Rémi. Le truc que j'aime le plus, c'est de ne jamais avoir honte. Je peux dire ce que je veux à qui que ce soit, jamais je serais gêné. J'ai l'impression de pouvoir m'exprimer de manière complètement libre. La réponse de mon interlocuteur potentiel m'importe peu, voire pas du tout. Mais c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté, qui m'a paru être... c'est formidable. J'adore l'alcool. J'adore ça. En fait, moi j'ai l'impression qu'on boit parce qu'on s'aime pas. Et on se juge, ça c'est le plus terrible. On est tout le temps, on n'a pas besoin des autres d'ailleurs, on est tout le temps à se juger et à se condamner. Et ce que l'on sait, c'est quand on boit un verre d'alcool, les premiers verres d'alcool vont agir sur le cortex préfrontal, c'est-à-dire la zone du cerveau qui nous fait réfléchir, qui nous fait nous poser des questions, qui nous dit « Ah, ça c'est une bonne idée » ou « Non, ça c'est pas une bonne idée ». Et en fait, c'est cette zone du cerveau qui nous remet toujours en question en nous considérant comme incapables. Or, quand j'ai bu un verre, tout à coup, cette zone du cerveau est éteinte, désinhibée. Tout à coup, ouf, il est où le petit juge ? Il est bourré. C'est vrai, bourrer la gueule de son petit juge intérieur, c'est tellement tentant. Et s'il y a bien un contexte où l'on a besoin qu'il se taise pour bénéficier de cette illusion de confiance en soi, c'est les rencontres amoureuses. Quand je rencontre un garçon qui me plaît ou une fille qui me plaît, Louise, je pense que je retrouve un peu cette espèce de timidité. Ou enfin, ça, quelque part, ça doit me rassurer de savoir qu'il y a un objet de désinhibition entre nous. Je pense que ça a toujours été une manière de faire tomber toutes les barrières qui pourraient exister naturellement quand on rencontre quelqu'un et qu'on est intimidé. Ouais, c'est mon immeuble. J'habite juste là, donc... Ok. Bon ben, en tout cas, j'ai passé une super soirée. Ouais, moi aussi. C'est vrai. C'était bien. Et ben... Bah, bonne soirée alors. Oui. Allez. Ah. Tu veux que je monte boire un verre? Chez moi. T'as dit quoi? Non, toi d'abord. Non, j'ai dit, je disais, je vais aller boire un verre dans le PMU d'en face, du coup. D'accord. Bah, bonne soirée alors. Bah, merci. À bientôt. Quand on est avec quelqu'un qui nous plaît ou on a envie de rester le plus longtemps possible avec cette personne et du coup, ça passe par faire durer la soirée, par le fait de se reprendre un verre, de se resservir, de se perdre un peu dans les méandres de propos, je sais pas, intimes, de perdre un peu la carapace qui pourrait se poser entre nous si on n'avait pas bu. Et du coup, c'est devenu quelque chose d'extrêmement mécanique et socialement installé. Mais il y a un peu de ça. Il y a boire, effectivement, en contexte de séduction. Tu vois quelqu'un en fait, on pourrait très bien boire un café, mais on boit une bière, puis 2, puis 3, puis 4. Que l'on soit dépendant ou non, l'alcool est pour beaucoup une béquille en société. Pour les soirées, les dates, les verres entre collègues et même les repas de famille, tout le monde compte sur un verre pour se détendre et se désinhiber. Et quand on me dit « Tu sais, moi je sais faire sans », je me demande toujours « T'as pas plutôt oublié que tu faisais avec ?» Mais c'est une stratégie que j'ai moi-même suivie pendant des années. Et c'est logique. 2 pintes, c'est plus plaisant qu'une thérapie. Il y
y a un malaise. Ce malaise intime, ce qu'on appelle une dysphorie, le fait d'être pas très bien, peut expliquer effectivement une demande en fait d'une composante anxiolytique de l'alcool. À savoir, c'est le mauvais copain, c'est le mauvais produit, c'est le mauvais médicament, mais malheureusement il est là. Les gens ont recours à l'alcool parce qu'ils ne trouvent pas d'autres propositions pour soulager ce qu'ils ressentent. Il est difficile pour les alcooliques de reconnaître le mal-être qu'il peut avoir derrière. En tout cas, l'idée qu'ils ont cherché une solution à travers ça, c'est vrai qu'il y a un discours assez banalisant d'une mauvaise habitude qu'on aurait prise qui vient en fait cacher l'idée qu'il y aurait un mal-être derrière. L'alcool et la bouteille, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. L'alcool est l'arbre qui cache la forêt, et nous, on se réfugie derrière cet arbre. Parce que cette forêt-là, justement, on n'a pas vraiment envie d'aller s'y balader. Voire, on fait tout pour l'éviter. Mon premier appartement, c'était en CTU. Angélique. Et c'est là que j'ai rencontré donc tous mes amis, mes anciens amis, donc tous mes amis de l'époque. Et je les ai rencontrés, en fait, tous ensemble, on buvait tout le temps, en fait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est là que ma consommation est vraiment devenue chronique. J'étais jamais seule avec moi-même. J'étais tout le temps avec des gens. Donc, en fait, j'avais plus aucune relation même avec moi-même. Ou alors une relation très malsaine, quoi. Et je créais toujours des soirées pour ne pas me retrouver seule. Je me fuyais, en fait. Je me fuyais complètement. Moi, ça m'est déjà arrivé de commencer une soirée un jeudi avec une bière et de rentrer chez moi un lundi sans avoir dormi, sans avoir mangé, et à être rempli d'alcool, de suinter l'alcool, de sentir l'alcool à des mètres autour de moi. Ilias. Et de voir la gêne des gens dans les transports en commun parce que je sens l'alcool. Et voilà. J'avais 3 jours dans la semaine. J'avais le lundi, où tu dors comme un lard, le mercredi, le jour des bonnes résolutions, et le dimanche. Sortie jeudi, rentrée dimanche. Jeudi, tu sens le parfum, dimanche, tu sens la défaite, tu pues la défaite même. Une semaine ne fait pas 3 jours, jeune homme. J'ai commencé aussi à aller dans les bars toute seule. Alice. À n'importe quelle heure, tu vois, à me commander un cocktail. Mais en fait, c'était horrible, quoi. Je me bourrais la gueule toute seule et après, je me sentais super seule et du coup, je commençais à appeler des gens parce que je me dis, oula, je suis toute seule, là, je commençais à être bourrée toute seule, ça fait pas bien. Donc, appeler des gens pour que ce soit moins grave, quoi. Genre, venez partager mon mal-être, quoi. Pour hurler avec des gens. J'ai jamais été heureux, sobre. Jamais heureux. Rémi. J'ai été content de rendre les gens heureux de me voir sobre. Mais moi, j'ai jamais été heureux sobre. Jamais. J'aime pas la vie sobre. Les gens m'ennuient, la vie m'ennuie, tout m'ennuie. Et les seules fois où je l'ai expérimenté, ça a été catastrophique psychologiquement. La sobriété, je déteste ça. J'ai peur, en fait, de la sobriété. J'ai très, très, très peur de m'ennuyer et de devenir fou. Pour la philosophe Adèle Van Ries, on fuirait la vie ordinaire car on y ferait l'expérience de notre propre finitude. Alors quelle est-elle, cette vie ordinaire qui se manifeste par une grande violence et qui se manifeste de manière épidermique? Il suffit de quelque chose pour que tout à coup, le rappel de la vie ordinaire occulte et masque tout le reste. C'est quoi cette vie ordinaire? Je crois que dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est qu'on touche quelque chose de la vie qu'on essaye d'occulter la plupart du temps. Au fond, on se rend compte que dans ces moments-là, quand il n'y a pas de couche entre nous et l'ordinaire, on voit quelque chose qu'on ne veut pas voir, qui est peut-être notre propre condition d'être mortel. C'est peut-être notre finitude qu'on voit dans ces moments-là. Et on se dit, mais je suis en vie, j'ai pas demandé à naître, je sais que je vais mourir, le monde est complètement indifférent à mon existence. Qu'est-ce que je vais faire de cette vie, dans ce cas? Et pourquoi est-ce que l'ordinaire est aussi le lieu d'une grande violence? C'est parce qu'il me rappelle ça. Et qu'il me rappelle que si moi-même je ne fais pas quelque chose de ce qui est, de cette vie, alors à quoi bon? Et c'est cette vacuité-là que je trouve très violente et qui est dure de voir en face. Et c'est pour ça que je crois qu'on organise notre vie pour pas y penser, parce qu'on n'a pas envie de penser à ça tous les matins et chaque heure de notre journée. Vous vous rappelez du petit discours que je me répétais en boucle pour justifier mes excès? Que si je brûlais ma vie, c'est que je l'aimais? Eh ben, l'un des premiers déclics m'ayant amené vers la sobriété fut de me rendre compte que c'était exactement l'inverse. Que si je brûlais ma vie,
c'était peut-être plus par peur de la mort en réalité. Que cette manière-là que j'avais de m'entourer sans cesse et de m'éprouver sans relâche par des alcoolisations excessives et des nuits sans sommeil, c'était pour me sentir vivante, certes, mais dans l'angoisse de ne plus l'être au petit matin. On sent pas la mort dans l'alcool. Et tout est comme si Dieu existait. Je pense que les gens qui boivent, qui m'écoutent là, doivent reconnaître ce que je dis. C'est Dieu, l'alcool. Le monde est vide et voilà. Tout à coup, il y a Dieu. Et le monde est bon et resplendissant. Sensation d'un temps qui s'attarde au lieu de s'écouler, difficulté à se projeter dans l'avenir, quête obsessionnelle de sens, sentiment de décalage avec la vie des autres. La fête et l'alcool sont de puissants alliés pour qui veut échapper aux angoisses vertigineuses que notre simple présence sur Terre induit. Et à ces questions existentielles s'ajoutent bien évidemment les interrogations sur notre propre histoire. Alors, quand on en discute avec Ilias, Alice, Rémi et Angélique, chacun tente comme il peut de verbaliser ce qui l'amène ou ce qui l'a amené à boire plus que de raison. Pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était Ilias. Avoir peur de rater quelque chose, de me dire si je rentre, le meilleur moment de la soirée ou va être après. Donc de rester jusqu'au bout, d'être jusqu'au boutiste. Mais en travaillant avec mon addictologue, avec ma psy, parce que en ce moment je suis une addictologue et un psy, en fait j'ai compris qu'en fait ça traduisait surtout un mal-être, et un mal-être qui venait de moi, et que je extériorisais par le fait de me dire, si je rentre, je suis complètement KO après 4 jours de croisade contre moi-même. Si j'abandonne ce moment, c'est comme si je m'abandonnais. Donc je préfère m'abandonner au moment que m'abandonner moi-même. Et donc en fait, la volonté de vouloir continuer à trouver quelque chose, c'est pas une volonté vraiment de trouver quelque chose, c'est juste une volonté de pas m'abandonner et de pas retourner chez moi penaud. Après, c'est devenu Alice, le remède de tous mes maux en fait. Petit à petit, on se rend compte que c'est un médicament, certes momentané, mais c'est un médicament quoi. Donc dès que j'étais soit très triste, soit très en colère, et ben je buvais, je me droguais, donc et tu vois des moments de lucidité où où je regarde autour de moi, je vois les gens et je me dis mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je suis en train de faire. Et j'ai beaucoup culpabilisé, je me disais mais moi j'ai aucun problème en fait dans ma vie, pourquoi je suis là, tu vois, en discutant avec les autres et tout, en grandissant, je me suis rendu compte que les gens qui buvaient énormément ou qui se droguaient énormément, la plupart c'était des gens qui avaient des parents pas là ou vraiment des vies difficiles, etc. Moi, enfin tout va bien quoi. Donc ça a toujours c'est toujours venu de moi, vraiment, ça j'en suis sûre. Tous mes manques, tu vois, manque d'affection, d'attention et tout, c'était des trucs qui venaient que de moi, c'était que des visualisations de moi, quoi. En fait, je sais pas qui je suis. Rémi. J'ai aucune idée de qui je suis, vraiment. Et ça me fait peur de me découvrir. Donc, c'est une sorte de fuite. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui me fait réfléchir quand je bois. Justement, c'est le principe, c'est de pas réfléchir. Si je réfléchis, j'ai l'impression que je vais exploser. Si je suis sobre, je pense à beaucoup trop de choses. Il y a la dépression, je pense à tous mes problèmes, tout ça, c'est bateau ce que je dis, mais tous les alcooliques se retrouvent un petit peu là-dedans, j'imagine, je suppose, j'en sais rien en fait, et je m'en fous. Moi, je pense que les dépendants à l'alcool, on est vraiment les spécialistes de l'évitement des problèmes, éviter les émotions désagréables, les pensées désagréables. Angélique. Et c'était tout ça que j'essayais d'éviter. Et donc j'étais dans un cercle vicieux perpétuel et je devais tout le temps boire pour ne pas y penser, quoi. J'avais cette identité de ce masque que je mettais de violence, etc. Alors que j'ai toujours été quelqu'un de très hypersensible. Je pense que je mettais ce masque pour me protéger de ce que j'avais pu vivre dans ma vie. Et de tous les traumas que j'ai pu vivre autant avec mes parents qu'avec des mecs, quoi.
Et donc j'avais vraiment mis ce masque pour me blinder. Et en fait, j'étais constamment dans le brouillard à ce moment-là. Ça faisait trop mal de faire face à mes émotions. C'était ça, en fait. L'évitement. Et l'anesthésie aussi de tout. Très bien, vous faites ça très très bien. Ça va pour vous, respirez bien. Voilà. Le premier médicament que j'ai injecté, c'est un antidouleur puissant. Il risque de vous faire un peu tourner la tête, si c'est le cas, vous fermez les yeux. Et vous pensez à quelque chose d'agréable. Je vais à présent injecter le médicament dans le goutte à goutte qui va vous faire dormir, très progressivement. Ça va ? Respirez bien. Pour ma part, c'est à 20 ans que l'alcool est devenu un remède. À cette époque, j'habite dans une chambre à 100 € que je paye en ticket resto. C'est en banlieue parisienne, dans un appartement miteux que je partage avec 2 garçons d'une trentaine d'années. En semaine, je me lève à 5h du matin pour servir des petits déjeuners à des jeunes start-upers en Fred Perry qui me prennent de haut. À 9h, je range le service traiteur, je récupère les mini-viennoiseries, je chope un Red Bull au Franprix et je file pour une journée de cours ou de stage en télé. J'ai un prêt étudiant sur le dos et pas de plan B si je parviens pas à payer mon école ou mon loyer. En fait, je peux juste pas baisser les bras ou déprimer. Pourtant, à cette époque, mes parents enchaînent les tentatives de suicide. C'est des drames qui se succèdent les uns après les autres depuis mes 15 ans. Des boîtes de Lexomil vidées par ma mère, au harakiri échoué de mon père. Du personnel des chambres d'hôtel à mes frères et sœurs qui les retrouvent inanimés. Le ventre qui se serre à chaque appel. Les flics, les pompiers, les psychiatres DHP. Tu veux venir voir ton papa ? Il t'entendra, tu sais. Ta maman est dans le jardin de repos, là, juste à côté de la femme qui crie. Ah, Valium, camisole de force, coma. Et le retour à la maison. Pour un énième tour de manège. J'ai perdu le compte. Ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que leur acharnement à vouloir mourir a catalysé chez moi une urgence de vivre. Mais à 20 ans à peine, je suis sincèrement épuisée, désarmée. Je sais pas comment gérer. Alors j'opte pour faire comme si tout ça n'existait pas. Je m'en occuperai plus tard, pas le choix, faut avancer. Et pour pas y penser, mes week-ends deviennent des exutoires. Il faut être dehors, tout le temps, avec du monde, toujours. Je dois faire triompher les rires, la joie, l'oubli. Et l'alcool, ça m'offre cette promesse. Tu sais que les premiers grands voyageurs, ceux qui traversaient les océans, éprouvaient une immense solitude lorsqu'ils rentraient, lorsqu'ils avaient la chance d'avoir survécu. Tout simplement parce que de leur voyage de l'autre côté du monde, ils ne pouvaient en parler à personne. Toutes ces choses qu'ils avaient vues, tout ce qu'ils avaient vécu, ils ne pouvaient le partager étant donné que personne autour d'eux n'avait vu et vécu les mêmes choses. Alors ils se taisaient. Comment parler d'une tempête, de l'angoisse et de la peur à quelqu'un qui ne connaît de l'eau que celle qui coule devant sa maison ? Alors ils se taisaient et restaient hantés par ce qu'ils avaient vu et vécu de l'autre côté du monde, et solitaires et malheureux sûrement. J'éprouve la même solitude. Moi aussi je suis hanté par ce que j'ai vu et je me tais. Je veux dire, ceux à qui j'aimerais en parler n'ont pas vu ce que j'ai vu et fait ce que j'ai fait. Heureusement pour eux, et je ne leur en veux pas. Mais qu'est-ce qu'ils savent de ma douleur ? Cette automédication à l'alcool dont on a tous parlé, c'est une analgésie émotionnelle. On boit pour supprimer sa douleur. On noie ses pensées noires dans cette pinte, son anxiété dans ce verre de vin, ses cauchemars dans cette vodka. En fait, on inhibe toute une vie intérieure, qui nous est complètement impossible d'affronter. Et je voudrais finir cet épisode par un dernier point. C'est pas plus gai, et j'en suis désolée. Mais bon, tant qu'on y est, moi ça me semble très important d'en parler. Pour Ilias, Angélique et moi, l'alcool fut aussi l'outil parfait pour la mise en action de notre autodestruction. J'ai 30 ans, j'ai commencé à 15 ans, j'ai commencé directement par l'autodestruction. Ilias. Un souvenir que j'ai, le premier souvenir d'autosabotage que j'ai eu à cause de l'alcool, c'est quand je devais passer mes concours à Sciences Po, et par peur de la réussite, je me rappelle, j'ai bu une bouteille de gin avec mes amis, et arrivé devant Sciences Po, j'ai fait non, demi-tour.
Parce que je me disais, mais ça sert à rien de faire Sciences Po complètement bourré. Non, je le ferai l'année prochaine. Spoiler, je suis jamais allé l'année d'après. Et surtout, j'ai bu une bouteille pour me saboter. Il y a ce truc-là de, un, se mettre en danger, et deux, ne pas se saboter pour pas vouloir créer quelque chose. Je pense qu'en fait, cette peur de construire quelque chose, elle vient du fait que, on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Ne pas croire assez en soi et se dire qu'on ne le mérite pas, donc on va tout faire pour tout détruire. Parce que au moins, j'ai choisi de cette destruction. Et pas, je n'ai pas réussi. Au moins, c'est moi qui ai choisi. C'est moi qui ai choisi de faire n'importe quoi, surtout. L'alcool va être le moyen de considérer que j'ai raison jusqu'au moment du lendemain où on se réveille, on fait putain, mais qu'est-ce que j'ai fait hier? Et des fois, on arrive à rattraper la chose en disant désolé, j'étais bourré. Mais quand ça devient un truc assez important ou quand le sabotage a bien été fait, y a plus rien à dire. L'autodestruction pour toi, c'est la même chose que le sabotage? Je dirais que le sabotage est la main armée de l'autodestruction. Je ne m'aimais pas. Angélique. Et j'avais aussi une non-considération de mon corps. Totale, c'est-à-dire que je m'en foutais complètement de ce qui pourrait m'arriver, des risques que je prenais. Je suis déjà montée dans des voitures où les gens étaient complètement bourrés. J'ai eu plusieurs accidents de voiture en rentrant de soirée. Et aussi, je prenais beaucoup de... j'avais beaucoup de comportements à risque, aussi par rapport aux gens avec qui je traînais, c'est-à-dire que je pouvais me retrouver mais complètement bourrée avec des mecs que je connaissais pas. Et en fait, j'étais hors conscience. J'avais une sexualité complètement débridée, quoi, en fait. Je m'en foutais avec qui je couchais, je pouvais coucher avec des gens que je connaissais même pas. J'avais vraiment un autre rapport à mon corps. Et je pense que j'étais dans un cycle infernal où en fait, toujours plus de violence, et je voulais pas voir ça. Dans son abécédaire, à la lettre B qu'il dédie au mot boisson, le philosophe Gilles Deleuze développe sa pensée. C'est normal d'offrir quelque chose de son corps en sacrifice. C'est très sacrificiel, ces attitudes de boisson, de drogue. Or, on offre son corps à un sacrifice. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il y a quelque chose de trop fort qu'on ne pourrait pas supporter sans l'alcool. C'est peut-être ce qu'on croit voir, ce qu'on croit éprouver, ce qu'on croit penser, qui fait qu'on éprouve le besoin pour pouvoir le supporter. Pour pouvoir le maîtriser, on a besoin d'une aide, alcool, drogue, etc. C'est quelque chose de trop puissant dans la vie. J'aime à croire que ce quelque chose de trop puissant dans la vie, qu'on ne peut pas supporter, c'est peut-être notre propre impuissance, justement, face à certains épisodes de notre passé. Quand on vit des événements traumatiques sur lesquels on n'a aucune prise, on peut développer la fausse croyance de sa culpabilité. Pour la simple et bonne raison qu'en se désignant comme la source du problème, on donne du sens aux événements. Oui, mais si tout est de notre faute, on doit se punir. Parce que les coupables, on les punit. Le chemin vers l'autodestruction est tout tracé, on n'a plus qu'à s'y engouffrer. Quand je suis entrée dans ce cabinet d'addictologie pour la première fois, je me pensais coupable et je culpabilisais d'autant plus de mes comportements excessifs que je jugeais immatures. Chaque parole prononcée traduisait cette profonde détestation de moi-même et venait justifier les attitudes punitives que je m'infligeais. Alors, à chaque parole prononcée, Céline, cette psychologue, me demandait de reformuler. Et ça a été le point de départ d'une longue et nécessaire restauration narcissique qui m'a permis, par la suite, de dépasser l'arbre qui cachait la forêt. Faire la paix avec son passé, on connaît tous cette expression. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il faut faire la paix avec son passé ? Charles Pépin ? Le problème de cette expression, c'est qu'on aurait envie d'y croire, mais ça présuppose qu'on sait exactement avec quoi il faut faire la paix, et ça laisse entendre que le passé est quelque chose d'objectif qu'il faudrait accepter pour s'en libérer. Et vous savez, parfois, ne pas faire la paix, c'est bien.
Être en colère, être agressif comme Virginie Despentes après ce qui lui est arrivé, c'est sain. Et du coup, peut-être intervenir dans ce passé pour d'abord le changer partiellement, le réécrire, le penser autrement, comprendre que peut-être cela a eu lieu, mais ce que j'en ai inféré comme idée de moi-même, je peux le changer, et alors seulement réenvisager cet objectif de faire la paix avec lui. Il y a un rapport d'enquêteur, un rapport de déchiffrage, un rapport de curiosité. Et puis il y a aussi l'idée que mon passé est intéressant, mais il n'est pas le tout de ma vie, que ce qui compte, c'est aussi comment je vis de nouvelles expériences et comment, grâce à ces nouvelles expériences emmagasinées, je vais finalement voir mon passé autrement et de fait voir mon avenir autrement. Dans le prochain épisode, le 4e, on définira ensemble les contours de l'alcoolodépendance. Le but, vous donner un maximum de repères pour vous aider à y voir plus clair quant à votre propre consommation. Le Dernier Verre est un podcast autoproduit et non monétisé. Un immense merci au talentueux Benjamin Liouville qui a réalisé tout le sound design des épisodes et qui les a mixés. Il a aussi composé certaines des musiques, tout comme Théo Géraudel, Antoine Barra, Xavier Crouet, James Breck et Raphaël Dinasquet. Quant à l'identité visuelle, elle est signée Alexandre Matou. À tous, je leur dis un énorme merci. Dans la description de l'épisode, vous trouverez toutes les références et tous les crédits des extraits entendus. Ce podcast ne peut exister que grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre écoute.